Bienvenue dans un rond, dans un carré. Ce n'est pas un breakfast, mais un goûter avec Annick Johnson, qui est comédienne et peintre et depuis quelque temps pédagogue. Bonjour Annick. Bonjour Isabelle. C'est chouette, finalement, on a réussi à trouver un moment pour faire ça. Hier, ça n'allait pas pour des raisons techniques et du coup, c'est encore mieux parce qu'on est l'une avec l'autre et ça fait toujours plaisir de se voir en vrai, effectivement. Et pour fêter l'occasion, tu m'as même sorti une belle bouteille de Prosecco. Je t'en remercie. Et Isabelle m'a annoncé que c'était un goûter, donc je suis allée chercher le goûter. Et comme il fait chaud, j'ai d'ailleurs, je crois que je vais m'empresser d'ouvrir. En fait. Oui, bah oui, on a les verres qu'il faut, on a tout ce qu'il faut, regarde. En fait, on a finalement galopé. Oui, mais on y est arrivé. Mais voilà. Ben, en tout cas, merci. Oui, il faut faire un vœu. Oui. Bon, enfin, un vœu. Vous pouvez faire un vœu. En tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent en direct et ceux qui nous suivront en replay. N'hésitez pas à partager évidemment la vidéo une fois qu'elle sera terminée et à liker, à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à les poser. On essayera d'y répondre. Bien, Annick, comment vas-tu? Bon, on va trinquer. On va trinquer parce qu'en fait, j'ai couru. Donc, tu vois, tu vas nous expliquer pourquoi. Voilà. Santé, à ta santé. Et vraiment, merci à toi. Avec grand plaisir, oui. Ça me fait hyper plaisir moi aussi. Santé. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, hein. Oui. Mais alors, Annick, par où on commence? On va commencer par dire d'abord comment on se connaît. Oui. Ça remonte, en fait, donc dès l'époque du Varia, parce que, donc, comme j'expliquais, Annick est comédienne avant tout. Et à l'époque du Varia, c'est-à-dire entre 2001 et 2003, je t'ai vu dans les parages. Je t'ai pas vu jouer dans une pièce à l'époque où j'y travaillais, mais par la suite, j'ai vécu aussi rue Jean Roby à Saint-Gilles et tu habitais dans la rue un peu plus haut. Et on se croisait toujours. On se croisait toujours, voilà. C'est un peu les premiers souvenirs que j'ai. Et maintenant que j'y pense, on était à un moment donné ensemble dans la chorale d'Olivier Thomas. D'accord. Ok, à Scarbeck ou pas? À Scarbeck. Oui. Oui. Non, je crois qu'on répétait à ce moment-là au Théâtre Marny ou quelque chose comme ça. Ok, tu vois, moi je visualise. Oui, parce que je suis allée 2-3 fois. Ah, t'es allée 2-3 fois. Ah, d'accord. Tu vois, j'ai quand même réussi à t'associer à la chorale en y étant allée que 3 fois. C'est bien. Hein. C'est pas mal. Mais oui. Et tu as oublié Juliette Ménian. Ah, bien sûr, oui. Salut Juliette, qui nous regarde sûrement depuis la France. Oui, c'est super, effectivement, je me souviens maintenant. Ouais, donc oui. Alors, que veux-tu par où on commence? Est-ce que tu as envie de nous raconter un petit peu ton parcours? Mon parcours. Alors, donc en fait, déjà la singularité, c'est que j'ai un papa en fait qui était de Liverpool, un sauvage. Pourquoi tu dis ça? Un sauvage, parce que c'était un être un peu particulier et qu'il avait une histoire particulière et qu'il était né en 37, qu'il est mort d'exagération, et que c'était un personnage assez haut en couleur et que 1937, Liverpool, c'est vraiment, voilà, c'est la guerre, c'est une génération qui a transporté vraiment le poids en fait de cette guerre. Lui, sa maison avait été bombardée, donc il devait toujours se cacher dans les caves. Donc ils ont dû quitter leur maison. Oh, quelle affaire. Voilà. Excuse-moi, tu sais quoi? J'ai un petit doute. Je vais juste vérifier que le micro fonctionne. Oui. Je suis désolée, j'ai tout à coup un petit stress. Est-ce qu'il m'ouvre? Ouf. Désolée. Merci. Oui, désolée. Donc oui. Oui, voilà. Enfin, je disais, oui, voilà, toutes les histoires, la guerre, la guerre, et puis en fait à Liverpool aussi toute tu sais, ils sont tous nés avec une guitare dans la main. Ils sont tous multi-instrumentistes. Son père jouait de 6 instruments de musique. Il était à la fois, il avait une usine de charbon. Il s'est engagé auprès des Alliés en 14-18, alors qu'il était âgé de 14 ans. Donc, il a dû falsifier ses papiers. Donc, c'est insensé. Il a été gazé. Donc, il mourra prématurément. Et lors de la Deuxième Guerre mondiale, il va encore coacher des soldats, mais il ne peut plus combattre. Et puis, il va s'éteindre très, très jeune, quoi, petite quarantaine d'années. Et donc, mon père a complètement été absorbé et obsédé par la perte de ce père. Et ça s'est aussi greffé sur le décès de John Lennon, puisqu'il était... Mais j'allais dire, voilà. Justement, c'est ça, les Beatles. Et donc, voilà, les Beatles. Donc, nous, on a complètement été baignés à travers dans cette musique... Beatles. Mania. Voilà, mania totale. Et donc, on dansait beaucoup. Et ça, et les chants profonds d'Irlande, toute cette culture un peu gaélique, magnifique, quoi, voilà.
Et donc ça, j'en sens vraiment que c'est très fort dans voilà, tes racines. très fort, oui. Oui. Et le paradoxe, c'est qu'en fait, il ne nous a pas transmis l'anglais. Donc, nous avons, comment dire, navigué à travers cette langue qu'on appelle le franglais, Oui. que nul autre être au monde ne comprenait en dehors de notre cellule familiale, ce qui était très, très drôle. Et donc, j'ai passé ma vie à faire la revalidation en anglais. Ah, c'est ça, oui, parce qu'il te manquait toujours un mot ou l'autre, ou ta phrase n'était pas construite correctement. Et parce que lui, il y avait à la fois des incises d'irlandais, d'écossais, d'anglais, puis il y a tu vois, cet accent comme ça du Nord très très rude, oui, magnifique. Et voilà quoi. Alors comment est-il arrivé en Belgique, ou alors comment a-t-il connu ta maman? Mais lui, en fait, il a eu la chance parce qu'il était très très bon élève. Et donc, c'est le directeur de l'école qui est venu trouver sa maman en disant ne l'envoyez pas à l'usine, c'est un superbe élément, il doit aller absolument se former en tant qu'ingénieur et donc dessinateur. Et donc, il a du coup été engagé, enfin pris, si tu veux, par Rolls-Royce. Ils ont formé des jeunes, disons des jeunes je pense que c'était même pas des familles déshéritées, c'était des familles d'après-guerre, tu vois, qui avaient tout perdu. Enfin, je pense que tout le monde avait plus ou moins tout perdu à Liverpool. Et donc, il s'est retrouvé à suivre cette formation. Et de là, hop, est venu tous ces voyages. Sont venus tous ces voyages et toutes les portes sont ouvertes. Et donc, ma mère l'a rencontré porte de Namur dans un bar anglais de sauvages où ça dansait. Donc, tes deux parents étaient sauvages, en fait. Ou joyeux, si tu veux. Oui, d'accord. Voilà. Ah, génial. Mais alors, du coup, ton amour pour le dessin vient de lui? Aussi parce qu'il m'a appris à écrire, parce qu'il avait une graphie vraiment mais sublime, parce qu'il fallait qu'il y ait cette facture, tu vois, vraiment parfaite. Et donc il nous apprenait à tracer ses lettres, en fait. D'accord. Ah, magnifique. Voilà. Oui. C'est encore des formations anciennes, tu vois, les plans tracés. Oui, je vois. C'est sublime, quoi. Oui, c'est sublime, effectivement, oui. Et donc, du coup, ton papa vous a donné l'amour, finalement, quand même, de la langue aussi, malgré le fait que c'était en franglais à la maison. Et alors, c'est ça qui t'a donné envie d'aller vers les textes, vers le théâtre? C'est un mélange, c'est-à-dire que... Qu'est-ce qui m'a donné envie? Non, ça, c'est encore une autre histoire, parce que ça, c'est tout mon lien avec Khadija. Khadija Leclerc, Lisou de Hainaut, Karine Garbi, que j'ai côtoyée pendant mon adolescence. Ah, voilà. C'est lié à Michel Resca, qui a monté, tu sais, qui montait ses spectacles au sein de Hucle 2. D'accord, je ne suis pas de oui, voilà. Oui. Et Michel qui a été directeur du CIFAS. D'accord. Il a été, retraité en tant que professeur, tu vois. Et il s'est retrouvé à la tête du CIFAS. Et donc, pendant toutes ces années, en tant que professeur de français, en fait, il montait des pièces de théâtre. Oui. Et nous avions des cours de valse, de rock acrobatique, de chant avec Marianne Pousseur, et tous les orchestres, si tu veux, étaient constitués des gens comme Laurent Blondiot, donc il y avait une partie du sérail du jazz tout à fait. Actuel, belge, voilà, belge qui faisait partie de l'orchestre. Et tout ça, c'était des élèves du Club 2. Trop bien. Voilà. Et Resca, en fait, montait des projets avec 50 élèves adolescents, tu peux imaginer. J'imagine, mais c'est inoubliable en même temps. Voilà, c'est extraordinaire. Comment dire, ça consolide très fort, ça crée des liens forts, même de gens qui, a priori, ne se seraient pas parlé. Complètement. Et d'autant plus, je pense, la comédie musicale, parce que alors là, tu as le cours de récré qui se transforme en, tu sais, en musical. Mais oui, moi j'ai toujours rêvé de faire une école comme Fame, donc ce que tu me racontes là, je le visualise très bien. C'était assez magique, et ça, c'était vraiment toute cette bande de copains. Et donc à l'époque, dans cette école assez marrante, on faisait du théâtre. Et du coup, comment as-tu eu envie de... Oui, c'est vraiment né de là. Et donc, ça t'a paru comme une évidence de choisir des études de théâtre par la suite? Oui. Ou de chant, enfin, tu vois, j'hésitais vraiment. Artistique, un mélange, tu voulais quelque chose de complet. Oui. Et du coup, où as-tu fait tes études? Du coup, à l'IAD. Oui. Voilà. Et en fait, j'ai fait l'IAD, c'était assez marrant parce que le choix s'était porté sur cette école. D'abord parce que Khadija voulait faire cette école, donc c'est aussi... tu vois, une façon de
comment dire, d'être avec, Une bande. ouais, avec ta bande, quoi. Mhm. Et d'autre part, on avait vu l'impromptu de Bloquerie, une pièce qui s'était jouée au Bloquerie, Oui. avec Ridremont, avec Olivier Leborgne, et j'avais complètement flashé sur ce lieu. C'était une ferme. Et, Mais donc, ils étaient très voilà. jeunes. Ils étaient très jeunes, Oui. ouais. Et donc, n'oublie pas que je suis née en 1862. En Donc, 10. oui. Et eux, en 1800. D'accord, oui, alors oui, effectivement, ils étaient jeunes. Ouais, ils étaient jeunes, quoi. Donc, voilà. Et, Mais alors, il y avait un examen d'entrée. un examen d'entrée, oui. Comment ça s'est passé pour toi? Je pense que j'étais vraiment un ovni. C'est-à-dire que c'est un peu particulier parce que avec le 2, notre classe était un peu extraordinaire. Les gens s'apprêtaient à choisir des voies totalement différentes. Magali, enfin, je cherche parce qu'elle s'appelle, ne s'appelle plus Magali Skountius, elle s'appelle Magali Mayenne. Elle est chanteuse lyrique, elle est fantastique. Voilà, elle s'apprêtait à embrasser une carrière d'opéra. Tu avais des jardiniers, tu as enfin, toutes sortes d'envies, de désirs vraiment différents et des gens qui s'entendaient super bien. Oui. Donc, quand je me suis décidée à faire cette école IAD, je me suis dit, oh, mais ça va être encore plus extraordinaire. Et donc là, ça a été un peu un échec. Oui, parce que tu avais des attentes. Voilà. Et parce que je crois que, voilà, oui, parce que j'avais des attentes et parce qu'avec le 2, avec tout ce qu'on avait vécu, il t'aurait fallu peut-être le conservatoire. Voilà, moi je pense que j'aurais dû faire peut-être l'INSAS, mais après, finalement, c'est pas grave. On ne sait parce pas. Parce qu'on ne sait pas et j'aurais pas rencontré tous ces gens rencontrés là-bas, Eric oui, et puis d'une promo à l'autre, ça change très fort aussi. Oui, c'est sûr. Il y a plein de facteurs et en même temps, je n'ai pas de regrets, tu vois. Et donc, tu as rencontré, je t'ai coupé, tu as rencontré Eric de Stark, qui d'autre qui t'a marqué à l'époque de tes études? Gérard Vivanne, merveilleux, avec qui on travaillait, on faisait des masques, on fabriquait des masques, on travaillait du Gellrod, il travaillait beaucoup des auteurs singuliers, particuliers, il travaillait sur la langue, sur l'argot, les personnages masqués, tu vois, enfin, je sais pas, il avait une relation très artisanale en fait au métier. Et un vrai pédagogue, un passeur. Oui. Tu vois, et ça, c'est très important. Bien sûr, évidemment, parce que je pense que les élèves qui font ces écoles artistiques vont pour recevoir aussi un enseignement de qualité. Ça paraît commun de dire ça, mais ce que tu expliques là me paraît évident qu'ils doivent passer. C'est très important, oui. Oui, des passeurs. Et ça, c'est une chance. Je trouve que même, tu vois, c'est pas tant. Je trouve que ça ne doit pas forcément. C'est pas forcément une qualité, si tu veux, propre à chaque professeur. Et ce n'est pas grave. Parce que tu ressors toujours avec. Tu prends ce qui t'intéresse, finalement. Avec une pépite et. Voilà. Et puis, quelque chose qui t'aura plu chez l'un ne va pas plaire à ton pote, et l'inverse. Oui. Et comment parfois une remarque ou un commentaire peut faire que tu t'épanouis ou qu'au contraire tu te recroquevilles ou qu'au contraire ça te donne l'envie d'aller encore plus de l'avant. Je me dis que c'est des âges fragiles aussi. Hein. Complètement. Oui, hein. Oui. On est très poreux, on est très réactif. Oui, c'est marrant. Et le fait de quitter justement ta famille, d'aller parce que tu vivais à Louvain-la-Neuve? Non, en fait je suis arrivée à Louvain-la-Neuve et je me suis dit comment vais-je faire pour tenir 4 ans dans une ville aussi laide. Donc moi, j'ai vraiment un problème majeur avec l'esthétique de cette ville. Et puis, enfin voilà, ce côté artificiel et cette brique et je ne supportais pas. Et ces rideaux orange, si tu veux, si je me lance, ça va être terrible. Oui, alors on va s'arrêter là. Oui, voilà, on faisait du stop à Delta. Et donc, j'ai passé 4 ans. Et puis, je suis revenue quelques années après pour faire le CET. Et donc, c'est marrant parce que j'ai... Tu peux nous dire ce que c'est? C'est le centre d'études théâtrales et ça c'était vraiment merveilleux. C'était donc des études autour du théâtre, mais des études, on va dire. C'était en vue de mettre en scène, en vue d'enseigner, en vue de quoi? Ça correspondait à une époque où je sentais que, en fait, je me sentais enfermée par rapport à la question de la chaîne du désir. J'en avais marre, en fait, d'être toujours tributaire du désir d'autrui.
Et ça m'étouffait, ça m'oppressait. Et je sentais, en fait, que la possibilité de jouer allait s'étioler dans l'environnement dans lequel j'évoluais. Parce que j'étais pas allée à Paris, tu vois, j'avais pas forcément bougé d'ici, et donc je sentais bien que j'arrivais à la fin d'un cycle. Oui, donc tu parles ici plutôt des castings en fait. Je parle des castings, je parle des possibilités. Je sentais que quelque chose allait s'étioler, et donc j'avais envie d'avoir des armes, et j'avais envie d'étudier en fait, tout simplement. Et là c'était fantastique parce que tu étais en prise avec des professeurs qui avaient enseigné 40 ans et qui étaient très proches de leur retraite, et donc qui étaient vraiment, tu vois, qu'il y avait ce beau détachement, cette belle maturation, cette grande gentillesse aussi. Ah oui, oui. Ah bah, tant mieux. C'était un vrai un cadeau énorme. Oui. Et alors du coup, dans les pièces de théâtre les rôles que tu as pu jouer au théâtre, y a-t-il, enfin, si tu as envie d'en citer quelques-unes, et puis nous dire un peu s'il y en a une qui t'a particulièrement marqué, ou si il y a une anecdote dont tu te souviens que tu as envie de partager avec nous. Alors, des anecdotes, j'en ai plein, évidemment, mais d'abord, j'adorais la collaboration entre Michael Delaunoy et Paul Pourveur. Puis j'ai adoré collaborer avec ces deux hommes, ça c'était vraiment super. Et une anecdote assez marrante, c'est qu'on a joué un spectacle qui s'appelait l'Abécédaire des temps modernes. C'était une pièce commanditée par Michael, et Paul s'était mis à écrire un ovni. Oui. Tu vois, et au départ c'était une pièce pour 4 femmes. Et on s'est retrouvés avec un objet, tu vois, une sorte d'ovni, quoi. Tu sais, il n'y avait pas de définition de personnage, il y avait la voix d'un homme, il y avait des personnages A, B qui émergeaient. Et donc tu as Michael qui appelle Paul pour lui demander le mode d'emploi, et lui dit écoute chou, enfin voilà, c'est facile. Et donc, à travers cette écriture, Michael a décidé de 4 lignes de pensée, et il a fait sa distribution de la sorte. C'était très marrant. Et là, on s'apprêtait à jouer à Mons, au manège, et Paul nous racontait qu'il était dans sa voiture et qu'il se disait oh, cette fois-ci, t'es allé trop loin. Tu sais ce que je disais, que ça n'allait jamais être reçu ou entendu, quoi. Et en fait, les gens ont adoré. Ah, waouh, c'est chouette. Oui. Les gens ont adoré ce spectacle qui était très, très, très singulier. Et quand il a réécrit la suite, parce que ça devait être une trilogie, c'était l'abécédaire des temps modernes, voire des temps post-modernes. Et donc là, c'était le premier volet, c'était la lettre de A à H, donc de apparence à hérédité. Et puis il devait continuer les 2 autres tomes. Et puis finalement, ça a été le temps a été réduit, je pense que les budgets ont été réduits, et donc du coup, il écrit les 2 autres volets en une fois. Oui. Donc il a tout regroupé, quoi. Volet 1, volet 2, volet 3. Et alors j'avais la sensation que l'écriture, du coup, se justifiait plus, tu vois, par la suite. Oui. Alors que la première, elle était vraiment ciselée et sans concession, quoi. Oui. Tu vois. Donc, tu sentais moins cette folie, cette liberté dans les 2 autres tomes. Je sentais que quelque chose venait plus se justifier. Parce qu'il y avait parfois donc, c'était en référence à la première partie, ou quoi. Ouais, tu vois. Peut-être qu'il voulait garder une certaine cohérence, et donc forcément, en chemin, il avait perdu. Mais en même temps, chez Paul, c'est toujours, ça paraît très chaotique, et c'est extrêmement construit, extrêmement fin, et très, très guidé, quoi. Oui, donc oui, c'était une joie pour vous et les autres comédiennes de jouer ça. Mais ça, c'était génial, parce que du coup, on jouait des figures, tu vois, et moi, je jouais des personnages de chevaliers, j'endossais tous les personnages de potache et d'hommes. Oui. Tout ce qui me plaît, tu vois. Donc, du coup, tu pouvais endosser de la matière, et l'idée, c'est que, hop, tu sors de la partition, tu sors du jeu. Oui. Tu rentres dedans, hop, tu réembrasses la matière. Tu ressors, hop, tu te réinstalles, et ça, c'est vraiment un côté très flamand. D'accord, oui. L'idée que, et si je veux, je peux être un chevalier, une princesse, un roi. Tu vois, il n'y a pas de limite. Vraiment. Ça, j'adore. Ah bah super. Et donc oui, donc au théâtre, tu as joué quand même de nombreuses pièces, tu as joué pour différents metteurs en scène, donc tu as joué aussi donc forcément dans différents théâtres belges, mais aussi à l'étranger. Oui, aussi avec toute l'équipe de Valenciennes, ça a été fantastique, ça a duré 10 ans, c'était
Donc, l'aventure avec Tatiana Stepanchenko, metteuse en scène russe. Son mari, Lev Bogdan, qui autrefois était, enfin, c'est un homme absolument fabuleux, en fait, qui était directeur de l'Opéra de Nuremberg. Donc, à l'époque, il accueillait Pina Bausch au sein de cet opéra. Oui. Et puis, il a créé à Annecy le premier festival international de théâtre avec Jack Lang. Et donc, ça, c'était aussi, je pense, une aventure absolument avec des budgets cette fois-ci, oui, du coup. Tu vois. Et ça, c'était dans les années 60. Ah oui, tu vois, ouais, mais Jack Lang était déjà là. Et il était sans doute jeune. Voilà, oui. Et bon, bref, voilà, Lev, il a un parcours de vie absolument fou, d'énergie de dingue, c'est-à-dire qu'il peut, je sais pas, il peut tracter, je sais pas, des caravelles, des caravanes, des projets. Mais c'est pas avec lui que tu as travaillé. Mais c'est avec sa famille. Alors lui, du coup, en fait, comme il avait l'habitude de gérer des grosses structures, il a poussé Tania, qui était actrice, à mettre en scène. Ah oui. Et en plus, elle avait vraiment une fibre, tu vois, de metteuse en scène et un vrai désir. Et quand il est devenu directeur du théâtre Le Phénix, à Valenciennes, eh bien, c'est dans ce cadre-là que Tania a commencé à monter ses pièces. Et avec les accords transfrontaliers, on a passé des auditions et j'ai commencé à travailler avec eux. D'accord, pendant 10 ans. Voilà. Et Tania avait une formation à la russe, tu sais, de biomécanique, de corps, tu vois, qui doit vraiment réagir à des pensées. Ça doit être vraiment un corps réagissant à des pensées, un corps mouvant, vivant, sculpté, taillé. Et du coup, on faisait 4-5 heures de training par jour. On allait courir au stade encore après 18 heures, on s'enrubanait les jambes avec du cellophane et oui. encore souffrir, tu sais. Oui. Et ça, c'était aussi une expérience très intense parce qu'on logeait pendant 3 mois. Par exemple, au Phénix, on était 14-15, on mangeait ensemble, on souffrait ensemble, on riait ensemble, enfin, toute cette vie, enfin, comme une sorte de vie de troupe, voilà, très, très, très dense, quoi. Ouais. Donc, quand on se revoit aujourd'hui, il y a un lien qui est, oui. Ah, très, très fort. Voilà. Bah, c'est génial. Oui, génial. Ben oui, on ne savait pas tout ça. Hein. C'est bien que tu prennes le temps de nous raconter. Y a-t-il d'autres choses que tu as envie de dire par rapport au théâtre, par rapport à ton métier de comédienne, des choses que tu, je sais pas, que tu souhaiterais faire ou tu aurais voulu faire? Alors, il y a encore plein de choses. C'est souvent par le biais des rencontres. Voilà. On en vient toujours, en fait, à... Oui, et dans toutes mes interviews, c'est le mot qui revient. C'est toujours, c'est vraiment le leitmotiv, c'est la rencontre, quoi. Tu sais, là, je viens de faire un projet avec Muriel Legrand, Stéphane Pirard. On a répété chez Peggy Thomas au Théâtre de la Vie. On a répété à Charleroi. On a fait une semaine de résidence dingue au mois de décembre. Et donc, on va reprendre ce spectacle l'année prochaine au Théâtre de la Vie, mais pour du vrai. Ben oui, ce serait bien. Oui. Et voilà. Et donc là, de nouveau, c'est une affaire de rencontre. D'ailleurs, c'était une histoire marrante. Je sortais de la FGTB et je reçois un appel de Muriel. On habitait dans le même quartier, donc on se croisait souvent. Qui me propose ce projet, fiction de Stéphane Pirard, qui est une pièce qu'il a écrite sur une histoire vraie. Et je sortais donc de cette FGTB. Elle me dit, mais tu sais, c'est un personnage qui est vraiment inspiré d'Elina de la FGTB. Elina que je venais c'est fou. Que je venais de quitter, quoi. Oui. Incroyable. Et qui est un personnage dingue. Tu sais qu'il y a un bindi, elle voyage tout le temps en Inde. Elle te traite 4 dossiers en même temps, mais en même temps, elle te raconte toutes ses péripéties. Là-bas, elle veut adopter des enfants, etc. C'est vraiment très, très rigolo. Ah, chouette, parfait. Donc, on c'est vraiment, tu vois, ces espèces de synchronicité. De synchronicité tellement magique. Quoi. Oui. Et je dirais qu'au-delà des projets et tout, moi, ce qui me plaît vraiment dans la vie, c'est la vie, c'est la magie de la vie. Mais ça se voit, ça se voit quand même. J'ai quelqu'un d'hyper lumineux, t'as les yeux qui pétillent, pas que à cause du cabas. Mais oui, on sent que t'es quelqu'un qui aime la vie. D'ailleurs, c'est ça que j'ai oublié de dire en début de rencontre, c'est que quand j'ai créé ces lives, donc au départ, comme tu sais, je fais des lives avec le Ciné Club d'Isabelle
pour donner la parole, mettre à l'honneur des comédiens qui ont fait pas mal de cinéma. Mais je me suis dit, il y a aussi des comédiens qui ont fait un peu moins de cinéma, mais qui ont aussi d'autres casquettes. Et je me suis dit, ce serait quand même bien d'avoir une plateforme où je peux recevoir ces personnes, ces artistes au sens large du terme. Et j'ai pensé à toi. Bon, j'ai reçu déjà Virginie Pierre et Apollinaire Jomou, mais c'est vrai que tu fais partie de ma liste où je me suis dit, ah, mais oui, Yannick, c'est quelqu'un qui a un beau parcours aussi, et en tant que peintre et en tant que comédienne, et ça serait chouette d'entendre un peu ce que tu as à nous raconter. Donc déjà, en 25 minutes de rencontre, on a pu déjà pas mal parler de tout ce que tu as fait au niveau théâtre. Il reste la partie peinture, évidemment, de comment est-ce que ça a commencé, tout ça. J'imagine que, oui, déjà petite. Oui, tout à fait. Je suis la petite fille d'un peintre, Eugène Brourman, qui était un peintre Saint-Gillois. Du côté de ta maman, du côté de ma maman. Donc il y a Eugène, mais ma grand-mère était portraitiste, son frère aquarelliste, ma mère peint. Enfin voilà, on est vraiment. Enfin moi j'étais baignée là-dedans, j'étais baignée dans les odeurs de peinture à l'huile, de fusain, de beaux crayons pastels, de petits meubles avec l'odeur de la térébenthine, tous ces produits, tous ces petits tiroirs qui contiennent toutes ces fioles et tout que tu as envie d'aller découvrir. Alors tu découvres plein de trésors, quoi. Et donc on te laissait te balader comme tu voulais? Oui, ma grand-mère déjà, en fait, elle nous portraiturait souvent, donc ça c'est super. Bon, c'était l'enfer, tu sais, quand t'es petite, c'était 5 ans, mais en même temps, quel souvenir génial. Puis elle nous faisait dessiner. Et puis ma mère dessinait aussi, donc voilà, on était quand même baignés là-dedans, mais moi je peignais ou dessinais toujours par pulsion. Oui. Tu vois, je pouvais passer une nuit à peindre, je te parle après mes 18 ans. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, c'est un peu dommage. J'avais suivi des cours de calligraphie latine pendant de nombreuses années. Donc on revient à la calligraphie. Voilà, oui, à l'écriture. Oui. Calligraphie japonaise. Le mémoire aussi de l'IAD. J'ai fait un art du détour, savamment guidé. C'est-à-dire que j'ai réussi à ne pas faire ce mémoire quelque part, tu vois, et à être diplômée. Tu vas nous raconter. En fait, je trouvais ça absurde à l'époque d'être dans des études orales, en fait, quelque part, tu vois, d'être vraiment dans cette oralité, et tout d'un coup de devoir pondre un travail de 100 pages. Travail de 100 pages, mais qui n'était pas nourri ni par une méthodologie, ni par... tu vois, pour moi, ça ne correspondait pas à une continuité. Alors, je peux comprendre, tu sais, qu'on demande à un élève, voilà, maintenant, tu vas poser une réflexion sur un sujet et tu vas le mener jusqu'au bout. Mais en même temps, la plupart du temps, tu sais, ça n'avait pas tellement de sens. Les gens faisaient ça parce qu'il fallait. Voilà, parce qu'il fallait. C'était une sorte de, on appelle ça une administrative, une contrainte. Une contrainte administrative. Oui. Tiens, mon mémoire. Quoi. Oui, c'est ça. Et on sait à quel point ça coûte. Ça coûte de faire ça. Ouais. Et donc, bref, je suis allée trouver Luc van Grunderbeek en lui disant, écoute, moi, j'ai envie de te proposer quelque chose, c'est que cet objet, je voudrais le peindre. Et donc, il a accepté, je l'ai entièrement calligraphié. Ça s'appelait calligraphie mémoire plurielle. Et c'était une sorte d'avancée un peu fantaisiste, mais quand même qui m'a vachement animée, bercée. Ça m'a presque pris 2 ans. Ah, wow. Ouais. Et donc, d'abord, j'ai rencontré des gens absolument hallucinants. Et l'idée, c'était je partais du A, de la lettre de l'alphabet A, qui a toujours préservé les cornes du Aleph, donc l'énergie primordiale, le taureau qui va tracter la charrue, donc cette énergie primordiale qui fait que toute une société peut avancer. Tu prives la société du A, en fait, il n'y a plus d'avancement possible, donc c'est vraiment le départ, c'est le cri primal de l'enfance, donc c'est le cri libre, et même dans des traditions, par exemple, bouddhiques japonaises, tu retrouves aussi toujours ce A comme le A libre. Et donc, je me suis dit, en fait, finalement, c'était de ça dont j'avais envie de parler. Je me sentais un peu brimée dans cette phase un peu d'adolescence. Et donc, je voulais parler de l'apprentissage et du désapprentissage et du processus de liberté. Donc, de l'idée de retrouver ce A
primordial, primal Oui. de l'enfance, de retrouver Et A voilà. comme Annick, Voilà. quand même. Hein. Oui. Et donc j'avais dit voilà qu'en fait j'avais envie de quitter la sémantique Oui. pour aller vers des lettres qui dansent, quoi. Oui, oui. Parce que c'est vrai que Et moi, donc, ça a été accepté. c'était accepté et finalement j'ai eu le maximum en fait, je crois. C'était Super. marrant. Oui. Mais parce que sur la route, j'ai par hasard, tu sais, je suis tombée là-dessus. Je suis tombée sur une affiche à Uccle sur une bouquinerie, enfin sur la vitrine d'une bouquinerie qui s'appelait La Lucarne, qui Oui, a déménagé je vois, maintenant, oui. tu vois. Et je vois le calligraphe Brody Neuenschlander vient Oui. exposer à Saint-Gilles. Et Donc, voilà. ceci, tu l'as depuis 21 ans. Voilà. Et en fait, ce qui est juste hallucinant, c'est que je vois que l'exposition est passée. Ah. Je dis, oh zut, ça s'est achevé 4 jours avant, un truc comme ça. Donc, je fonce à l'atelier, à l'adresse indiquée, qui est l'actuelle cellule 133. Ah. Voilà. Et je tombe sur un ébéniste, papa d'un ami, de Mathieu Mourenaut, qui fait partie des Baladins. D'accord. Et un typographe. Ça y est, je ne retombe pas sur son nom. Je vais dire Guy Stassard, je vais dire une bêtise, c'est Stassard, mais je ne sais plus si c'est Guy. Monsieur Stassard. Monsieur Stassard, on va dire, voilà, qui était chef de typo à la Cambre. Et donc, ils m'ont offert ceci. Ouais. Et alors, c'était signé, bon, c'est très très beau, je ne sais pas si je peux vous le montrer Bah, comme si, ça. montre, oui. Tu vois, Ouais, en fait, lui, il a participé à pas mal de films de Peter Greenaway. Oui. Tu vois, c'est lui qui faisait les Il y avait de Pillow Book. Oui, Mm-hmm. il faisait les peintures entre chaque chapitre ou quoi. Notamment, mais sur les corps aussi. Ah oui, oui, c'est vrai. Et bon, ce type, il vit à Bruges, c'est absolument hallucinant parce que c'est un Américain. Ah oui, The Pillow Book, ouais. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, voyez-le. Voilà. Et en fait, chose assez étonnante, c'est qu'il était numéroté, numéro 74, c'est la date de ma naissance. Ah d'accord, oui. C'était marrant. Claude Stassard. Ah voilà. Je dis Stassard, évidemment, ça ne sonne pas. Et donc, il avait. Il a signé numéro 74, oui. Mais voilà, c'était par hasard. Et donc, Claude Stassard, du coup, était mon jury extérieur. C'était très marrant. Oui, plein de. Oui. J'ai oublié plein de circonstances. Oui. J'ai oublié beaucoup de détails par rapport à cette histoire, mais c'était assez dense, quoi. Oui, mais tu gardes un souvenir vraiment ému. Et en plus, c'était l'été, c'était l'année du décès de ma grand-mère. Et en fait, j'étais vraiment tiraillée entre le fait de l'accompagner dans ce passage ou de me lancer à corps perdu, disons, dans ce travail de mémoire. Et puis à un moment donné, en fait, voilà, je me suis dit, bon, allez, hop, je le fais, je clôture ce travail. Voilà. Et donc, le jour du décès de ma grand-mère, de l'enterrement, je rentre à la maison et j'ouvre un bouquin de son papa et je tombe... Donc, ton arrière-grand-père. Voilà. Et je tombe sur la définition de la croix. Et en fait, c'était très beau parce qu'il disait qu'il était tombé sur une croix taillée par la foi d'un bûcheron qui était beaucoup plus représentative pour lui que n'importe quel Christ en croix. Or, venait de se poser la question entre ma mère et ma tante franc-maçonne. Il fallait savoir si on allait apposer une croix ou pas sur le cercueil de ma grand-mère. Or, ma grand-mère m'avait dit 2 mois avant, je ne suis pas catholique, j'exècre le catholicisme et toute cette opulence, mais je suis chrétienne. Donc, si, il fallait le catholicisme, voilà, d'accord, oui. Donc, oui, il fallait... et j'étais rentrée à la maison et j'avais eu la réponse, si tu veux... j'ai trouvé ça très beau. Mais une sorte de synchronicité, d'écriture aussi qui nous permet de communiquer à des siècles d'intervalle. C'est magnifique. Je trouve ça incroyable quand on y pense. Oui. Ça me rappelle un documentaire que j'avais vu sur Arte sur justement l'écriture, le papier, les documents, etc. Le fait qu'aujourd'hui, malgré toute la technologie qu'on a, au final, le document qui reste le plus solide, en tout cas celui qui va passer vraiment à travers le temps, c'est le papier en fait. Puisqu'effectivement, quand on réfléchit, on a encore des papyrus, etc. Et qu'aujourd'hui, un CD, une cassette, un vinyle, ça s'abîme au bout de quelques décennies, on va dire. Donc finalement, qu'est-ce qui est le plus solide, ce sur quoi on peut vraiment le plus s'appuyer, c'est le papier. Et donc oui, l'écriture qui va avec. C'est dingue. Et là, j'ai une boîte magique en fait. Oui. C'est une boîte. Enfin, j'ai deux trucs très magiques. Parce que pour moi, en fait,
si tu veux parler de soi, c'est aussi parler de tous ceux, tu sais, qu'on transporte. Quoi. Bien sûr. Donc ça, c'est, je vais pas les ouvrir maintenant, mais ça, ce sont les échanges entre Mimi et Marcel, sa meilleure amie. Oui. Donc ça, c'est vraiment très, très drôle. Mais qui est Marcel? Et Marcel, Mimi, c'est ma grand-mère, et Marcel, c'était sa meilleure amie. Ah, d'accord, voilà. oui. Et donc, elles avaient fait le conservatoire de chant à Bruxelles ensemble. Et ma grand-mère avait grandi à Paris et Marcel était belge. Et puis, Marcel est parti vivre à Paris et ma grand-mère a vécu ici. Quoi. Ah, mais donc tu es aussi française? Non, parce que c'était lié à son papa, peintre. D'accord. En fait, lorsqu'il a eu... En fait, ça a été le premier lauréat du prix Godecharles, qui était un sculpteur et qui avait légué toute sa fortune au gouvernement belge, mais il avait enjoint de créer cette fondation et de soutenir les futurs artistes. Et donc, en fait, mon arrière-grand-père, qui venait d'une famille modeste, a été ce premier lauréat à l'âge de tout jeune. Hein, tu sais, il était né en 61, il a eu en 81 à 20 ans. Ouais. Et donc, du coup, ils ont vécu entre Venise, Paris et Bruxelles. Donc, ma grand-mère a vécu entre ces trois villes. Oui. Et là-dedans, en fait, ça c'est dingue, ce sont tous les courriers, donc, enfin pas tous, mais ça c'est mon arrière-grand-mère. Et plein de courriers. Qui l'a fait ce dessin? Et ça, c'est toujours Eugène. D'accord. Tu vois, ça, c'est Eugène. Et alors là-dedans, tu as des correspondances, des faire-part de tout, de naissance, de décès. Oui, côté calligraphie, t'es servi. Ah voilà, tu vois, et de toujours, c'est dingue. De différentes époques. Ouais. Et en fait, il y a une histoire assez dingue. Et je vais peut-être pas le retrouver comme ça. Tu vois, je vois ici, attaque personnelle. Assemblée générale, pas de date, des dirigeants de l'art public pour protester contre ces attaques. Ouais. Ma grand-mère avait... Ah voilà, c'est ici. Donc j'ai une histoire vraiment incroyable, c'est ça. Donc ça, c'est ma grand-mère, tu vois, qui, le 10 avril 1928, fait ce dessin assez assuré de son papa qui est aveugle. Oui. Donc on est en 28, donc elle est née en 14, elle a 14 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je crois qu'il y avait aussi, ah voilà, ça c'est sa maman, tu vois aussi, la même date, tu vois, elle a l'air... Elle se débrouille bien à 14 ans. Hein. Oui, super beau. mais tu vois bien la tristesse, tu vois, de la maman. En fait, c'est une histoire folle, c'est que Eugène a délaissé la peinture pour ériger, je veux dire, une énorme collection de peintures anciennes flamandes et italiennes. Et après, il voulait se séparer de cette collection parce qu'il se sentait vieillir. Et donc, on lui avait proposé un projet de dingue, c'était de doter Rio d'un musée de peinture ancienne, flamande et italienne, européenne. Enfin, tu vois, c'était fou. Et donc, là, on les a taxés vraiment de fous. On leur a dit, mais ils ne vont jamais comprendre la finesse de l'art européen, etc. Mais il s'est lancé dans l'aventure. Mais on lui a volé ses tableaux. Oh, mon Dieu. On lui a piqué toute sa collection. Et donc, il a emmené toute sa famille à la recherche des voleurs de tableaux. Et donc, dans les années 20, ma grand-mère est partie à Rio avec son papa, avec sa maman, avec tout le monde. Mais c'est un film, ça. Oui, c'est un film, tu vois. Et j'ai une malle qui est juste là, qu'on ne voit pas, qui s'appelle La Sorcière, qui a été baptisée La Sorcière, qui les a accompagnés. C'était une malle qui contenait leurs effets personnels et qui a sans cesse apparu, disparu tout au long du voyage. Oui. Voilà, et donc La Sorcière est auprès de moi depuis une dizaine d'années. Ça, c'est marrant. Et Eugène a contracté je ne sais pas, une maladie tropicale de type fièvre jaune, je ne sais pas laquelle exactement, et donc il a perdu la vue. Et d'où ce dessin. Et puis, ce qui était fabuleux, c'est qu'ils ont retrouvé la collection au Mont-Piété à Rio. Donc, hop, tout ça a été récupéré. Et puis, il a fait une vente exceptionnelle rue de la Boétie à Paris. Donc, ça se termine bien. Ouais, voilà. Ah, ouf. Ouais. Mais l'histoire est dingue. Oui, l'histoire est dingue, oui. Voilà. Mais du coup, est-ce que tu as envie de nous montrer des œuvres à toi? Alors, j'ai pas grand-chose. Comme tu vois, ça peut déjà être... J'ai tout vendu, Isabelle, j'ai tout vendu. J'ai pas grand-chose. C'est le moment. En fait, j'ai pas grand-chose parce que... Mais qu'on voit au moins un peu ton style, quoi. Parce que je vais te dire, parce qu'en fait, ma mère et mon beau-père vivent dans le sud-ouest. Oui. Ma mère est peintre aussi, donc on a un sublime atelier là-bas. Oui.
et que j'ai l'occasion aussi de pouvoir vendre mes dessins. Oui. Donc du coup, j'ai amené pas mal de dessins là-bas. Oui, mais ce que tu as ici, c'est déjà… Mais pour moi, ça, c'est un peu du Brawl. Tu vois, c'est… tu vois, c'est des essais. Bon, ça, oui, est-ce qu'on voit bien? Je sais pas si on voit, mais bon, ça, c'est on va dire, des envolées calligraphiques, des essais comme ça, tu sais. Oui. Voilà, avec un super outil. Tu vois, je regarde d'abord mon cachet parce que… elle est là, elle est toujours là. Et alors ça, ça c'est touchant, parce que ça, c'est Eva qui a fait quand elle avait 5 ans. Oui. Eva, donc ta fille. Ma fille, qui a 10 ans, tu vois. Et c'est vrai que j'ai l'art de citer des prénoms comme ça. On ne sait pas du tout. Donc, je pense à ce personnage ici, Don Quichotte. Ah. Et en fait, Lev Bogdan donc il a écrit un bouquin énorme. Je ne sais pas si… Ah, il est là, tu vois, Fénia, acteur errant. D'accord. Dans un siècle égaré. Et il a retracé toute une histoire, une épopée avec en entremêlant toutes les histoires aussi d'Hollywood, tu vois, la naissance d'Hollywood. Il y a beaucoup alors. C'est énorme. Donc Eva, si tu veux, a participé. Tu vois ici en filigrane, son dessin, ce bonhomme. C'est trop mignon. Oui, parce qu'il voulait le mettre à la base, ici devant, et en fait, mais le personnage était trop flottant, tu vois. Et donc, il l'a mis derrière. Oui, il l'a mis derrière. Et donc, c'est mignon. Voilà. Donc, c'est Eric. Eric qui va faire un petit coucou. Voilà. Bonjour Eric. Eric qui a réalisé donc, le court-métrage Seagulls, on n'en a pas encore parlé, mais voilà. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, exactement, avec Laurent Van Rutter et Annick Johnson, bien sûr. C'est un beau projet, vous êtes à la mer du Nord, j'imagine. Oui, et c'est un 1er mai, en fait, c'est bondé de gens. Ça va, vous avez fait en sorte que ça ne se voit pas. On est arrivé très tôt, mais c'était très marrant. On cherchait des interstices de silence, tu vois, de lieux un peu déserts, et on trichait, quoi. Oui, voilà. Mais c'est très beau, c'est très poétique, c'est très… Il y a des références, évidemment, à plein de choses qu'on connaît. Oui. On ne sait pas, je dirais Colombine et Pierrot, non? Oui, déjà. tout à fait. Et puis, c'est pas Pierrot plutôt, c'est Harlequin, alors à ce moment-là. Il y a un petit côté fou comme ça. Et je pense surtout à Pierre et Tex. Ah, voilà, d'accord. Voilà. Okay. Oui. Alors, ça ne fait pas du tout… En fait, on ne cherchait pas une référence particulière, mais bon, dès que tu plantes 2 clowns, oui. Tu vois, tu peux… Nous, on avait juste, 2 costumes, et puis on s'était dit, on va voir… ce que ça donne. Oui, on va voir ce qu'on… On va tester des choses. On va tester des choses. Oui, c'est mignon quand Laurent est sur ce petit tabouret, d'ailleurs, on ne sait même pas si ce tabouret va tenir, et que tu viens, tu l'embêtes, et il se retient de ne pas tomber, comme ça, c'est hyper mignon, parce que vous êtes filmé en contre-plongée, comme ça, de très très près. Et avec votre maquillage, votre bouche qui coule, comme ça, on ne sait pas si vous souriez ou si vous ne souriez pas. C'est assez touchant, je trouve. Ce qui était marrant, c'était c'est très très gai. On en a fait plein en réalité. Je vais laisser un peu de place parce que je prends tout l'écran. Oh non, ça va, tu sais. Ce qui est très très agréable, je trouve, c'est aussi nous, on considérait que c'était comme des carnets de travail. Tu sais, comme des carnets de notes en fait. C'était pas tant le fait de produire quelque chose de fini. C'était plus l'aventure, en fait, OK, on a une caméra, on a 2 êtres là, on a ces costumes, et qu'est-ce qu'on peut faire à partir de cette matière, en fait. Oui. Et on en a fait plein. D'accord. On a fait ça, et puis après, on a fait aussi beaucoup de portraits sur la route. Donc, on rencontrait des gens, hop, on sortait les caméras, et hop, enfin, mais ça, c'est pas visible, par contre. C'est pas visible, mais c'est plutôt, on va dire, dans des tiroirs. Ah, d'accord. Voilà, et on a comme ça rencontré aux abords du village de Montcuq, justement, pour une anecdote, tu vois. Oui, ça fait passer à Daniel Prévost. C'est ça. Oh, c'est super. Et en fait, on voit une vieille femme marcher d'un pas, mais tellement décidée, on s'est dit, non, elle va où? Enfin, je veux dire, elle est fantastique. Donc, on l'aborde, et alors, elle nous annonce, en fait, qu'elle était fermière, qu'elle venait de Mulhouse, qu'elle était mise en zone libre, que c'était à l'époque un pays d'arriérés, etc. Et de fil en aiguille, on apprend qu'en fait, elle faisait partie du chœur des fermières de Montcuq. Il faut savoir que Montcuq avait commandité à Nino Ferrer tout un événement autour du bicentenaire de la Révolution française. Et Nino avait constitué une chorale avec toutes ses fermières, notamment,
pas y avoir que des fermières, mais quand même pas mal. Et ils étaient partis enregistrer à Paris. D'accord. Tu vois. Waouh. Mais tu Et vois, donc, c'était une de ces dames, quoi. Mais juste une rencontre Oui. comme ça, et toujours tu vas. Mais parce que vous êtes ouvert, vous êtes disponible à ça, donc forcément Oui, les choses voilà. viennent à vous, ouais. Et c'est super. Mais alors du coup, on va parler quand même de ton aspect pédagogue, parce que tu donnes cours depuis quelque temps dans une école primaire. Voilà, c'est ça. Comment est-ce que c'est venu à toi? Alors en fait, à la base, je venais donner des cours de calligraphie latine aux enfants. Et donc, je faisais des ateliers, 2-3 ateliers comme ça, mais c'est une école à pédagogie active qui s'appelle Plein Air. Donc, qui est dans les bois, elle est jolie aussi, cette école. Salut! Et c'est une jolie école dans les bois, oui, avec des planchers qui craquent, maison un peu normande, très, très belle. Parce que j'aime bien le lieu, tu vois, j'aime bien aussi cette esthétique. Et donc, j'allais donner ces cours de... C'est exactement l'inverse de... Oui, c'est ça. Moi, j'aime, tu vois, les cabanes. Enfin, j'aime bien ce côté. Proche de la nature. Oui, et puis aussi d'une certaine esthétique, quoi. Oui, et l'authenticité, j'imagine aussi. Oui. Et donc, bref, je donnais ces ateliers. Et en fait, de fil en aiguille, c'était pas tant qu'il y avait des cas de Covid. Il faut arrêter avec ça. Tu sais, dès que tu annonces un décès, c'est les morts du Covid. Non, pas du tout. Mais pour plein de raisons. En fait, il y avait de plus en plus de profs qui s'absentaient. Enfin, c'est tout. Puis après, tu sais. Mais c'est pas que dans cette école-là. Non, je pense que c'était partout. C'était c'était très, très chahuté. Et donc, en fait, à un moment donné, on m'est tombé dessus. On m'a dit au secours. En fait, est-ce que tu peux nous prêter main forte? Oui. Et en fait, comme j'étais. Tu avais déjà un peu de temps? Oui, j'avais un peu de temps. Puis on répétait, mais c'était déjà au début d'année, quoi. Et puis en fait, on a fait ce projet de théâtre fiction, donc avec Muriel Legrand, Stéphane Pirard. On avait tourné sur Ovio, la fin pour RTBF, le samedi 16 janvier. Et j'arrive le 18 innocemment pour donner un petit cours de calligraphie. Et on me dit help, viens ici. Et donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à garder des classes. Mais comme je voulais pas faire la garderie, du coup, j'ai commencé à essayer de leur faire soutirer, et puis de soutirer, tu sais, des infos auprès d'autres profs. Après, bon, les élèves étaient aussi soutenus par d'autres professeurs qui venaient leur donner, leur distiller de la matière. Et puis moi, j'essayais d'être ce relais un peu, actif, quoi, tu vois. Ça faire avancer. Voilà. Donc j'ai commencé à bondir de classe en classe. On me disait bonne nouvelle, en fait tu passes de la troisième primaire de la première primaire à la troisième primaire. Et puis après on m'a demandé de m'occuper d'une classe de maternelle. Donc je me suis retrouvée institutrice de maternelle à mi-temps là maintenant jusqu'en juin. Ah d'accord. Voilà. Donc là c'est en maternelle. Oui, maternelle et primaire. Mi-temps. Oui. Voilà. D'accord. Ouais. Et donc comme je le dis, je suis avec les guigui. Donc, je peux chanter plein de chansons. Mais ils sont en quelle année? Et ils sont en deuxième maternelle. Ah, donc c'est des 4 ans et demi. Petits bouts, quoi. Ouais. Ah, oui. Et donc, je me balade toujours avec un appareil photo. Donc, j'ai fait des photos de classe sauvage, des portraits, dans toute l'école, hein, tu vois. Donc, je dis même pas ce que j'ai comme archive. Oui. J'ai relevé des lettres parce que j'ai rencontré des agents secrets des nuages, des récits absolument hallucinants. Et maintenant, des enfants, mais hallucinants, des phrases. Oui, si tu ne les enregistres pas, tu penses que tu vas les retenir, mais en fait, non, malheureusement, elle ne retient pas. Oui. Et donc, il y en avait une qui était géniale, c'était un petit matin qui vient, Joseph, il me fait « Doudou, j'ai oublié Doudou ». Je me dis « Bon, Doudou, on ne va pas s'en sortir ». Donc, je lui dis « Bon, Joseph, si tu veux, si tu veux, je vais dessiner Doudou, quoi ». Et il me dit, oui, de toutes les couleurs. Alors, je fais des personnages débiles, des trucs là, oui. Et vient le moment de la gym, il se retourne vers moi, il me dit, je peux prendre la feuille? Oh, c'est trop chou. Oui, tu vois. Oui. Ah, c'est trop mignon. Donc, je rentre chaque jour avec plein de présents. Donc, j'ai des cailloux dans les poches, des pierres précieuses, des fleurs, des bâtons. À chaque fois, plein de trucs. Ah, voilà. Donc, évidemment, ça te remplit de joie en termes de transmission. Qu'est-ce que ça t'apporte? C'est énorme. Tout est relié de toute façon. Tu sais, j'adore la cuisine. Moi, j'adore la cuisine. Mon beau-père tenait les arbres de Bruxelles. Donc,
on a ma mère cuisine comme une déesse de toutes les cuisines du monde depuis qu'on est tout petit. Et donc, du coup, pour moi, tout est lié. Si tu veux, la cuisine, c'est une affaire de transmission. L'école, c'est une affaire de transmission, mais de transmission joyeuse, en fait, de lieu où c'est rigolo d'aller, où c'est joyeux, quoi. Oui. Mais pour moi, tout est lié, tu vois, que ce soit le fait de se balader avec un appareil photo, cuisiner, échanger, ce qu'on est en train d'échanger là maintenant, même si c'est un peu intimidant, parce que voilà. Intimidant, mais t'as pas l'air, tu vois. T'as pas l'air intimidé du tout. Mais bon, voilà. Donc, voilà, tout est. Donc, ma mère, je t'expliquais, qui est très, très drôle et qui peint aussi. Donc, elle a créé des personnages qu'elle a nommés, elle a nommé le tout, on va dire que c'est un label qui s'appelle Bourré de bonnes intentions pour lutter contre la morosité ambiante. Donc, elle m'a envoyé ceci, je trouvais ça très, très touchant. Je ne sais pas si je dois approcher ou reculer, mais je trouve ça merveilleux parce que c'est une facture un peu années 40, comme ça, un peu désuète, tu vois, très mignonne. Et je trouve qu'on dirait vraiment 3 artistes, 3 saltimbanques. Après, on peut y mettre ce qu'on veut, c'est vrai. Mais moi, je voyais quelque chose même de, pas tragique, mais de très bouleversant, dans le sens où ça m'est arrivé par courrier, plus ou moins le jour où quelques personnes commençaient à jouer timidement, tu sais, dans les rues, enfin récemment, quoi. Oui. Et ça faisait penser à 3 artistes complètement aux aguets, tendus, qui attendent l'arrivée du public. Ouais. Et ça, voilà, c'est ça que ça m'a évoqué. Et alors, juste par un petit détail comme ça, donc elle a, bon, c'est une joyeuse, hein, c'est pas une, tu vois, elle a, je te montre juste ici. Oui. Voilà, j'arrête. Voilà, tu vois des c'est personnages comme ça. Et c'est aussi bourré de. Voilà, ça c'est bourré de bonnes intentions. Et donc elle m'a dit, écoute, s'il n'y a pas assez de nez rouge, fais-le moi savoir. Oui. C'est pas mal, hein. C'est joli, hein. Je trouve que c'est de la poésie, tu vois, voilà. Donc voilà, si tu me demandais par exemple, tu vois, ce que j'ai envie de dire, c'est ne nous laissons pas aller à cet horrible climat ambiant de peur et de méfiance. Et de méfiance. Oui, tout à fait. C'est vrai, hein. Et de joie, parce qu'on doit danser, quoi. On doit chanter, on doit danser, on doit rire, on doit boire. Oui. Bien sûr. Voilà, quoi. Et si on terminait sur ces belles paroles. Voilà, c'est parfait. En tout cas, Annick, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir. On a quand même un peu, on a tout parcouru, je pense. On a un peu tout dit. Tu sais, moi, je suis papote. Hein. Mais oui, c'est ça. Donc, on va continuer à papoter en ligne. Mais en tout cas, merci de nous avoir suivis et merci à ceux qui nous suivront en replay. J'espère que ça vous a plu. Annick, merci encore. Merci mille fois. Mais ouais. Vraiment, merci. Merci pour ta générosité. C'est très important ce que tu fais. Mais c'est important pour moi aussi. Donc, je suis très contente. C'est très beau, justement, en termes de passeuse. Hein. Oui, exactement. Sur c'est une passeuse. Oui, tout à fait. J'aime bien écouter les récits. J'aime bien mettre à l'honneur des personnes et des personnalités que je trouve passionnantes, intéressantes, riches. Aussi à une heure où il y a beaucoup de superficialité. Oui, donc, je me disais que c'était important de prendre le temps. Puis voilà, on a passé 54 minutes alors qu'on avait dit 30 minutes. et que à l'heure où finalement on fait beaucoup de petits clips très courts, je me dis c'est bien aussi de prendre le temps pour regarder si vous avez envie en entier, en 4 fois. Voilà, les gens font ce qu'ils veulent, mais en tout cas c'est là et j'espère que ça vous plaît. En tout cas, à bientôt. Et pour le site internet d'Annick, je mettrai le lien dans les commentaires si vous avez envie de voir un petit peu ce qu'elle fait. Et sinon, au théâtre, on reste au courant, tu nous tiens au courant des prochains projets. Très bien. Au revoir. Au revoir. Encore merci. Merci. Youhou.